Tout à l'heure, nous avions examiné à partir du sophiste le rapport entre imitation et fantasmagorie. La fantasmagorie, c'est cette technique, cette partie, on va dire, pervertie de la mimésis, qui va consister à intégrer dans l'objet d'art le point de vue du spectateur et ainsi s'écarter du modèle. Platon appelle fantasmagorie cette copie dégradée de la réalité pour deux raisons. Premièrement, parce que quand on s'approche de près, quand on examine avec attention l'œuvre d'art telle qu'elle ne nous apparaissait pas au premier abord, mais avec le bon point de vue, on se rend compte que c'est une pâle imitation de la réalité. Et la deuxième raison, et j'en avais parlé un peu plus longuement, c'est que pour Platon, l'art a une force, une puissance hallucinatoire. Et c'est précisément cela que Platon va combattre politiquement et sur le terrain de l'éthique dans la République, et en particulier dans le livre 3 de la République. Et donc voilà où j'en étais arrivé, et voilà ce que nous allons voir maintenant. Donc, dans le livre 3 de la République de Platon, le personnage de Socrate va examiner les conséquences éthiques, voire politiques, il faut noter là, de l'imitation. Les conséquences éthiques, voire politiques, de l'imitation. Donc le texte que nous allons lire va commencer par parler de l'Iliade pour dériver ensuite sur une réflexion sur le théâtre et enfin sur la question des acteurs dans la cité idéale. Donc là encore, c'est moi qui vais tout faire. Socrate. Donc Socrate va s'opposer à, va dialoguer avec un type qui s'appelle Adimante, qui n'est pas le plus antipathique de tous d'ailleurs. Donc Socrate. Le récit est simple ou imitatif, où l'un et l'autre à la fois. Tu sais qu'au commencement de l'Iliade, Homère raconte que Chrysès pria Agamemnon de lui rendre sa fille, et que celui-ci, ayant refusé avec emportement, Chrysès supplia Apollon de le venger de ce refus sur l'armée grecque. Tu sais encore que jusqu'à ce vers, il implorait tous les Grecs et surtout les deux Atrides, chefs des peuples. Le poète parle en son nom. Il ne cherche point à détourner la pensée sur un autre que lui, comme s'il ne parlait pas lui-même. Mais après ce vers, il parle comme s'il était devenu Chrysès, et il s'efforce de nous faire croire que celui qui parle n'est plus Homère, mais le vieillard prêtre d'Apollon. La plupart des récits de l'Iliade et de l'Odyssée sont de ce genre. Lorsque le poète parle sous le nom d'un autre, ne disons-nous pas qu'il s'efforce de ressembler par le langage à celui qu'il fait parler? Au contraire, si le poète ne se cachait jamais, tout son poème ne serait que récit simple, sans imitation. Comprends donc à présent qu'il est un espèce de récit opposé à celui-là. C'est lorsque le poète, supprimant tout ce qui tout ce qu'il entremêle en son nom au discours de ceux qu'il fait parler, ne laisse que le dialogue. Alors que nous dit Platon, que nous dit le personnage de Socrate dans cette partie du livre 3 de la République? Socrate va distinguer, comment on appelle ça, deux types de styles, plutôt deux types de discours, pardon. Vous faites de la grammaire
plus récemment, vous avez fait de la grammaire plus récemment que moi, il va distinguer deux types de discours. Le discours qu'il appelle simple et qui est en fait le discours indirect. Et le discours qu'il appelle imitatif ou double, qui est le discours direct. Il distingue donc deux types de discours dans l'Iliade et l'Odyssée. Iliade, il y a un seul L. Le discours direct qu'il appelle double ou imitatif, et le discours indirect qu'il appelle simple. Alors, ce qui est bizarre, si vous voulez, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi Socrate appelle simple le discours indirect, alors qu'il appelle double le discours direct. On s'attendrait plutôt au contraire. On s'attendrait plutôt à ce que les parties de dialogue, par exemple, direct dans l'Iliade, soient décrites comme étant simples, alors que on s'attendrait à ce que tout ce qui est de l'ordre du récit, du discours indirect, où le poète intervient lui-même, on appellerait ça plutôt un discours double. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Que se passe-t-il dans un dialogue, nous dit Platon? Dans un dialogue, lorsque l'épopée est chantée, c'est-à-dire lorsque vous avez un poète qui déclame l'épopée, quand on arrive dans un dialogue, le chanteur est deux personnes à la fois. Il est lui-même et il est le personnage qu'il incarne. Et c'est pour ça que Platon appelle le discours direct un discours double. Pourquoi? Parce que l'acteur est toujours deux. Il est toujours lui-même et le personnage qu'il joue. Alors que lorsque le poète, lorsque l'Aède utilise le discours indirect, Platon dit il ne se cache pas derrière ses personnages. C'est-à-dire qu'il rapporte dans un récit ce que d'autres ont fait. Oui, l'Aède, ça veut dire le poète. C'est l'équivalent grec du griot africain. C'est-à-dire c'est celui qui va être sur l'agora, sur la place de la cité, et qui va conter des mythes, conter des histoires. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma, hein. Le cinéma n'était pas encore ouvert. En fait, euh, l'épopée chantée, c'est l'ancêtre du théâtre. Mais que va faire l'Aède? Il va mettre en scène et incarner parfois des personnages dans les dialogues en particulier. Exactement ce que je viens de faire d'ailleurs. J'y reviendrai en plus. Euh, L'Aède va être lui-même, puisqu'il va être le conteur du récit, mais parfois il va jouer le rôle d'Achille, le rôle d'Ulysse, le rôle de Pénélope, le rôle d'Agamemnon, le rôle de Priam, etc. etc. Achille, A-C-H-I-2-L-E, Aède, A-E, accent grave D-E. Comme ça se prononce. Qu'est-ce que c'est
que le théâtre qui va être inventé au 5e siècle avant notre ère à Athènes, bah, c'est de l'épopée avec que du dialogue, avec simplement du dialogue. Vous comprenez? Le théâtre est né de l'Iliade et de l'Odyssée, probablement aussi d'autres mythes. Ce qu'on appelle des hymnes, mais on s'est rendu compte que c'était très fatigant pour un seul type de jouer plusieurs personnages, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre plusieurs personnages, c'est pas compliqué. Et c'est exactement ce que va dire Adimante. Je poursuis la lecture du texte. Je comprends encore, c'est la forme qui est propre à la tragédie et à la comédie. Donc, la forme qui est propre à la tragédie et à la comédie, c'est le discours double ou le dialogue. Socrate, justement, je crois à présent t'avoir fait comprendre que tu ne pouvais d'abord savoir ce que, dans la poésie et dans toute composition, il y a des récits de 3 espèces. Le premier est tout à fait imitatif, et comme tu viens de le dire, il appartient à la tragédie et à la comédie. Le second se fait au nom du poète. Tu le trouveras employé particulièrement dans les dithyrambes. Le troisième est un mélange de l'un et de l'autre. On s'en sert dans l'épopée et dans d'autres espèces de poèmes. Alors, Socrate va proposer ici une classification de la littérature en 3 types, en 3 espèces. Premièrement, un genre littéraire qui est le théâtre, où le discours est imitatif, purement imitatif, c'est-à-dire que c'est que du dialogue. Un genre où le poète parle en son propre nom, c'est ce qu'il appelle les dithyrambes, mais nous on appellerait ça tout simplement la poésie, le poème qui n'est pas un récit. Et le troisième mélange le dialogue et le récit, et c'est l'épopée. Au passage, cette classification reste totalement vraie. Typiquement au cinéma. Le documentaire, euh, les personnages jouent leur propre rôle, incarnent leur propre rôle. Discours simple. Les films où il n'y a pas de voix off, où il n'y a pas de narrateur, par exemple, et c'est du pur dialogue. Et puis les films où il y a mélange de voix off et de dialogue entre acteurs. Typiquement, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux. Euh, et vous allez avoir à la fois des parties qui seront du récit et des parties qui seront des dialogues où on peut dire que l'action se déroule quand elle est censée se dérouler. Adimante, je vois où tu veux en venir, Socrate. Tu te demandes si la tragédie, la comédie et l'épopée seront admises ou non dans notre cité idéale. Autrement dit, et c'est déjà une réflexion qui agite la Grèce, est-ce que on va accepter, est-ce qu'on va tolérer le divertissement dans notre cité idéale, ou est-ce qu'on va être des gens sérieux et foutre les acteurs à la porte? Et Socrate va défendre la thèse qu'il faut mettre les acteurs à la porte, et vous allez comprendre pourquoi. Bien vu et peut-être plus encore, les facultés humaines adimantes me semblent encore plus bornées dans leurs diverses applications, de sorte qu'il est impossible à l'homme de bien imiter plusieurs choses ou de faire sérieusement les choses
qu'il reproduit par imitation. Si les hommes doivent imiter quelque chose, il faut que ce soit les qualités qu'il leur convient de posséder dès l'enfance, le courage, la tempérance, la sainteté, la grandeur d'âme et les autres vertus, mais jamais rien de bas et de honteux, de peur qu'ils ne prennent dans cette imitation quelque chose de la réalité. N'as-tu pas remarqué que l'imitation, lorsqu'on en contracte l'habitude dès la jeunesse, se change en une seconde nature et modifie en nous la langue, l'apparence, le ton et le caractère? Que dit Socrate dans cette réponse? Socrate dit deux choses. Premièrement, la plasticité de l'être humain, son caractère sa faculté à s'adapter est limitée. On ne peut pas modifier à l'envi et comme on le souhaite la nature humaine. Nos facultés sont bornées, nous sommes finis. Et en même temps, corrélativement, c'est par l'imitation que nous forgeons notre caractère. C'est le principe fondamental de la pédagogie. À force d'imiter des gens mauvais, on devient soi-même mauvais. À force d'imiter des gens valeureux, on devient soi-même valeureux. Bah, c'est très vrai tout ça. Oui, Alexandre. Pour les films. Vous avez vu Orange Mécanique? Okay. Orange Mécanique, c'est l'histoire d'un type qui s'appelle... c'est un film de Stanley Kubrick qui est très célèbre, qui a été interdit en France pendant des décennies. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle... C'est un film de science-fiction, c'est un type qui s'appelle Alex, qui, justement, qui a un gang de... on va dire de jeunes gens très sympathiques qui passent leur vie à violer des femmes et à tabasser des clodos dans la rue. Mais ils sont mauvais, mais ils sont libres. Jusqu'à ce que l'État leur mette la main dessus et mette la main sur Alex. Et Alex, on va le contraindre, c'est cette scène extraordinaire où on lui met une machine qui lui force à écarquiller les paupières, en fait, une machine en métal qui lui force à écarquiller les paupières. Et on le force à regarder des images de meurtres, de viols, etc., jusqu'à ce qu'il en soit tellement dégoûté qu'il ne pourra plus jamais, continuer à faire cela. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que c'est un film qui est une réflexion sur le fait de savoir si le spectacle de la violence nous incite à la violence ou fait que nous allons être dégoûtés par elle. Vous comprenez? Et quand le film est sorti, le Conseil d'État, je crois, a censuré le film en disant qu'il était pornographique et ultra-violent. Donc voilà, et au prétexte que c'est à force de regarder des choses violentes qu'on finit par devenir violent. Hein. Alors, je vous confirme dans l'idée que au Moyen Âge, par exemple, hein, où on s'ouvrait régulièrement le ventre de haut en bas avec des épées, personne n'avait regardé le film de Stanley Kubrick. Donc en fait, on n'avait pas besoin de spectacles violents pour l'être soi-même. Tout ça pour dire que ça va être le débat entre Platon et Aristote. Platon va penser qu'en imitant le mal, on finit par le faire. Et très sincèrement, il y a du vrai là-dedans. Et en particulier quand on réfléchit en sociologue, quand on vit dans une famille violente, c'est très très difficile de ne pas reproduire ce modèle avec ses propres enfants plus tard. Okay. Quand on est un frère dans une fratrie de 7
et que sur ces 7 frères, sur ces 7 frangins, il y en a 5 qui sont en tôle, c'est très très difficile de ne pas devenir délinquant soi-même. Donc en fait, évidemment que l'imitation a une vertu pédagogique ou un vice pédagogique. L'imitation est neutre, c'est l'objet qui est imité qui est important. Aristote, et je vais y revenir plus tard, il va dire la représentation de la violence permet d'exorciser d'une certaine manière nos pulsions violentes. C'est ce qu'il appelle la catharsis. Et il vaut mieux d'une certaine manière que les gens s'étripent sur scène, qu'ils voient des films d'horreur où on se tronçonne, plutôt qu'ils se tronçonnent dans la vraie vie. Et donc, Aristote invente la sublimation freudienne 2500 ans avant Freud. Il va dire, mais en fait, on a tous en nous des pulsions mauvaises, des pulsions violentes, hein, et on a besoin de les exprimer d'une certaine manière. Vaut mieux les exprimer par l'art, si vous voulez, que à coups de poing dans la figure ou à coups d'épée dans le ventre. Donc, Socrate, je reviens à Socrate du coup, au personnage de Platon. Socrate affirme que lorsqu'on imite une action, et il y a évidemment du vrai là-dedans, lorsqu'on imite une action, on prend quelque chose de la réalité. L'imitation prend toujours quelque chose de la réalité. Et donc, à force d'imiter une certaine réalité, on finit par devenir la réalité qu'on imite. Hein, et Aristote sera d'accord avec ça. On n'en est pas bon, on n'en est pas mauvais, on le devient. Et on le devient par imitation, par éducation. Aristote va dire exactement la même chose que Platon. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'Aristote va... Aristote était probablement l'élève de Platon, même très certainement l'élève de Platon. Aristote ne renie pas tout de son maître, même s'il va le critiquer sur certains points, et notamment là-dessus. Sur la question de la démocratie et sur la question de l'art, Aristote va être critique. Sur la question de l'éducation, pas vraiment. Alors, quel est le problème que l'acteur pose spécifiquement à la société? Je continue la lecture du texte. N'as-tu pas remarqué que l'imitation, lorsqu'on en contracte d'habitude dès la jeunesse, se change en une seconde nature? Platon invente l'expression de seconde nature et modifie en nous la langue, l'apparence, le ton et le caractère. Nous n'accepterions pas que ceux dont nous prétendons être les éducateurs et à qui nous essayons d'apprendre la vertu aillent, tout homme qu'ils sont, imiter une femme, jeune ou vieille, querellant son mari. Alors ça, c'est la comédie athénienne où les femmes font la grève du sexe pour empêcher leur mari de partir à la guerre, ou dans, hein, comme quoi, ou dans son orgueil s'égalant aux dieux, enivré de son bonheur, ou s'abandonnant dans le malheur, aux plaintes et aux lamentations. Alors là, on est plutôt dans le registre de la tragédie. Si jamais un homme habile dans l'art de prendre divers rôles et de se prêter à toutes sortes d'imitations venait dans notre cité et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charme, mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre République et qu'il ne peut y en avoir, et nous le congédierons, après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de fleurs. Pourquoi est-ce que Platon ne veut pas des acteurs dans sa cité idéale? Pourquoi il veut virer les acteurs? Ils incarnent le mauvais et le bien, et donc?
En fait, un acteur ne cesse, et en particulier à Athènes au 5e siècle, un acteur ne cesse de changer de rôle. Un soir, il est un homme, l'autre soir, il est une femme, un soir, il est un héros, l'autre soir, il est un lâche, un soir, il est Édipe, l'autre soir, il est Électre. Pourquoi il faut virer tout ça? Pourquoi ça dégage? Oui. Alors, c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais vous y êtes presque. C'est-à-dire que un type qui va être habile dans l'art de changer de rôle en permanence, il peut faire pareil dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun caractère propre, il n'aura aucune nature propre, il sera capable en fait de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Ça rappelle, non, je ne veux pas me lancer dans une diatribe politique, mais ça rappelle certains hommes politiques, si vous voulez. Ça rappelle certains hommes politiques qui ont été à l'Action française et qui ont fini président de la République, estampillé PS, si vous voulez. Oui. Non, c'est pas François Hollande. Pitié. Vous vous êtes gouré d'un président socialiste, c'est pas grave. Oui, dites-le moi. Oui. L'acteur et le sophiste, pour Platon, partagent la même nature, et en fait, on pourrait dire que le sophiste, c'est l'acteur qui fait de la politique. C'est l'acteur qui fait de la politique en ayant, pour le coup, c'est ça la grande différence entre l'acteur et le sophiste, mais en ayant intégré ce que c'est que le langage, ce que permet le langage, à savoir de défendre sur n'importe quelle position à la fois le pour et le contre, okay, et de pouvoir, avec conviction, défendre une thèse contre une autre. Ce que fait en plus le sophiste comme l'acteur, c'est qu'un acteur sent son public. C'est-à-dire qu'il est capable d'adapter son jeu à ceux qu'il a en face de lui. Un prof est censé pouvoir faire pareil. Il est aussi, mais si vous voulez, ce que dit Platon, c'est qu'à ce moment-là, en fait, l'acteur devient ce que l'homme politique est aujourd'hui, c'est-à-dire un pro de la communication, quelqu'un qui est capable de changer son discours en fonction des gens à qui il s'adresse, quelqu'un qui est capable de défendre une idée puis une autre. Hein, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est ça que va reprocher Platon aux acteurs. De là à penser que derrière la critique des acteurs, Platon vise certains hommes politiques, il n'y a qu'un pas, évidemment. C'est évidemment ça que Platon vise. Alors, il y a deux problèmes, hein, si je résume. Euh, Deux problèmes que pose, oui. Ah oui. François, une, François, une jeunesse sulfureuse, hein, à Lyon. C'est le bouquin de Péan, qui s'appelle Une jeunesse française. Et on va dire que c'est resté sulfureux pendant la guerre d'Algérie, si vous voyez ce que je veux dire. Il a envoyé quelques cocos à la guillotine. Ouais. Il y avait un bouquin de ce rappeur, je crois que c'est un des premiers rappeurs français qui s'appelle Zebda, qui est toulousain, qui raconte que quand on a annoncé la victoire de Mitterrand en 81, tout ce qu'on appelle, avec beaucoup d'euphémisme, les quartiers, avaient la trouille parce qu'ils se souvenaient d'un certain ministre de l'Intérieur qui n'avait pas la main légère sur les condamnations à mort. Alors, il a fait tronçonner du Kabyle, effectivement. Il a envoyé beaucoup de Kabyles communistes à la guillotine. Je crois une vingtaine. Ça va, c'est pas mal. Et c'est lui qui a aboli la peine de mort. Mais vous savez, dans mon introduction sur le cours de la justice, il me semble que j'en avais parlé un petit peu. Ça fait partie des paradoxes historiques.
qui aurait beaucoup fait rire Platon. Alors, hein, ça, lui, dans la cité idéale, je ne suis pas certain qu'il y reste 5 minutes, effectivement. Donc, il y a deux problèmes que pose l'acteur. Premier problème, l'acteur, à force d'imiter des rôles divers, à force d'endosser des rôles divers, l'acteur n'a pas de caractère propre. Il n'est ni vertueux, ni vicieux. Hein. Il est, comme dirait ce grand écrivain moderne qui s'appelle Muézil, il est un homme sans qualité. Il est un homme sans qualité. Sans qualité et sans défaut, il n'est rien en fait, l'acteur. Je ne sais pas si vous avez vu cet excellent film qui s'appelle Chantons sous la pluie. Ouais, voilà. Il y a, en gros, on suit un personnage qui est joué par, zut, comment il s'appelle? C'est pas Stanley Donen, c'est Stanley Donen, c'est le réalisateur. Ah, zut, je connais que lui. Gene Kelly. On suit le personnage qui est joué par Gene Kelly qui s'appelle Don Lockwood. Et en gros, Gene Kelly dans les films, c'est un type qui tombe à peu c'est une sorte de James Bond du cinéma muet. Il tombe deux filles dans tous ses films. Et le problème, si vous voulez, c'est que il croit tellement à son rôle de Don Juan que quand il en rencontre une dans la vraie vie, il sait pas trop comment s'y prendre. Et il y a une scène très très belle où il essaie de se déclarer à une femme, et comme il sait pas faire autrement, il va dire bah, j'ai besoin d'un décor, j'ai besoin d'une scène, j'ai besoin d'un costume, j'ai besoin de faire l'acteur en fait pour faire ma déclaration parce que sinon je ne sais pas faire. Et c'est ça que dit Platon. Platon dit qu'au bout d'un moment, les acteurs ne savent pas sortir de l'artifice, ils ne savent pas quel est leur caractère propre, et c'est pour cela qu'on ne peut leur faire aucune confiance. Le deuxième problème d'après le personnage de Socrate, hein, c'est que précisément, euh, un, un homme, puisque tous les acteurs sont des hommes à l'époque, un homme qui est capable de produire tous les soirs, alors ça devait plutôt être le jour d'ailleurs le théâtre pour des raisons évidentes, euh, de produire chaque jour des illusions, ne doit surtout pas faire de politique. Parce qu'il dévoirait la vie politique irrémédiablement. Si les comédiens font de la politique, alors la politique deviendra l'art de la tromperie. C'est exactement ce qui se passe, mais vous avez raison. Euh, et puis, alors, nous, on est à peu près préservés parce on est à peu près encore une civilisation. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais aux États-Unis, un président qui a fait l'acteur, ça vous dit rien? Hein? Oui, qui a été acteur. Qui a été un acteur de seconde zone à Hollywood à l'époque de John Wayne. Qui a été élu pendant 2 mandats, qui a mis un terme à la guerre froide. Donc pas un si mauvais président que ça. Hein. Ah mais c'est toujours du côté de Clarence que ça se passe en fait. Ouais. Non, c'est pas Bush, c'est Reagan. Il a été question à un moment que
Arnold soit président. Oui. Non mais c'est pour vous dire que Platon avait déjà perçu le rapport extraordinairement étroit qu'il peut y avoir entre le métier d'acteur et le métier politique. Euh, on se tait, on se concentre encore un petit peu. Deux remarques d'ailleurs qui sont complètement, à mon avis, ad hoc, qui sont parfaitement adaptées. Quand De Gaulle va découvrir la télévision, il va faire une grosse erreur. Il va faire une grosse erreur, c'est-à-dire qu'il va prendre des cours de théâtre avec des acteurs de la comédie française qui n'ont jamais fait de télévision de leur vie. Et donc ça va donner des trucs hilarants, si vous voulez, où on dirait qu'il s'adresse à 500 personnes sans micro, et il se met à hurler, si vous voulez, de sa voix si caractéristique. Hein. Et ça va pas du tout, cette affaire. Alors que Giscard, par exemple, Giscard d'Estaing, qui est un poil plus jeune que De Gaulle quand même, lui, c'est quelqu'un qui a regardé la télévision, qui a vu ce que c'était que la télévision, et qui va parfaitement maîtriser le format du débat télé. C'est ce qui va se passer avec Kennedy, et Kennedy qui a grandi avec la télé, c'est un enfant de la télé, on pourrait dire, mince, comment il s'appelle mon autre président américain préféré, Nixon, et Kennedy va piétiner Nixon, alors que objectivement, on estimait qu'il n'avait pas beaucoup de chances d'être président. Et je ne parlerai même pas de notre président bien-aimé, dont la chère épouse a été sa professeure de théâtre, parce que ça ferait désordre, effectivement. Alors, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout de la question politique. Allons jusqu'au bout, Roderick, allons jusqu'au bout de la question politique de l'imitation. Est-ce que la reproduction comme technique artistique, est-ce que la reproduction comme technique artistique n'a pas profondément modifié notre rapport à l'œuvre d'art? Est-ce que la reproduction comme technique artistique n'a pas profondément modifié notre rapport à l'œuvre d'art? C'est la question qu'un auteur, il me semble qu'il est allemand, oui il est allemand, un auteur qui s'appelle Walter Benjamin, B-E-N, enfin Benjamin quoi, Walter Benjamin, ça s'écrit Benjamin et ça se prononce comme ça. C'est la question que Benjamin aborde dans l'œuvre d'art à l'époque, il faut noter, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ouvrage qui date de... Enfin, ouvrage, ça fait 20 pages, hein, qui date de 1935. C'est plutôt un essai. Alors, la thèse que Benjamin va défendre, c'est que la modernité dans l'art va se caractériser par une reproductibilité industrielle de l'œuvre, qui va modifier
c'est du Baricot avant l'heure, qui va modifier notre rapport à l'œuvre. Ça sonne à quelle heure? Dans combien de temps? Je vais vous parler du texte plutôt que de vous le lire. Alors, que dit Benjamin? Benjamin dit que de tout temps, on a reproduit des œuvres d'art. L'œuvre d'art a de tout temps été reproduite, que ce soit dans le domaine de la sculpture, de la peinture, évidemment de la littérature. Hein. La copie est un art. Vous avez probablement vu ça ou lu ça dans le roman Le nom de la rose d'Umberto Eco. Les moines copistes passent leur vie à recopier des bouquins précisément parce qu'on n'a pas encore de photocopieuse, on n'a pas encore d'imprimerie. Mais ce qui va changer profondément la donne, c'est la reproduction mécanisée et industrielle de l'œuvre d'art. Quand ça? Au XIXe siècle. Si je dis pas de bêtises, c'est quand Gutenberg? L'invention de l'imprimerie. C'est les années 1400, fin du XVe siècle, au début du XVIe. Il me semble que c'est 1490 et des poussières. Je crois pas. Alors il est né en 1397, donc ça m'étonnerait. C'est les années 1450, l'imprimerie. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle, qu'on va être capable de reproduire mécaniquement, c'est-à-dire à la chaîne, des images. Des images. Alors, il y a la technique de la gravure, hein, à la fin de la Renaissance. On va graver sur du cuivre, sur des plaques en cuivre, un dessin qu'on va pouvoir reproduire. Mais ce n'est pas la presse rotative qui va permettre à des journaux de diffuser des dessins puis des photographies. Et ça, dit Benjamin, la lithographie puis la reproduction par des presses rotatives de photographies d'imprimerie, puis évidemment le cinéma, ça va totalement modifier notre rapport à l'œuvre d'art. Pourquoi? Parce que notre rapport traditionnel à l'œuvre d'art, c'est la distinction entre, précisément, l'original et la copie. C'est quoi une œuvre originale au cinéma? C'est quoi une œuvre originale dans la photographie? C'est quoi une œuvre originale quand on parle de fichier MP3? Il n'y a plus d'original, il n'y a plus de copie, il n'y a plus de différence entre l'original et la copie. Bon week-end!